Que ressentiriez-vous si vous étiez arraché de chez vous, séparé de vos proches et transformé en marchandise dans un marché humain? Dans les recoins sombres du XIXe siècle, l'esclavage aux États-Unis ne détruisait pas seulement des vies, il transformait aussi la souffrance en un commerce impitoyable. Au milieu de ce cauchemar, la figure de Robert Lumpkin se distingue comme l'un des noms les plus infâmes de l'histoire. Sa prison de Lumpkin à Richmond, un lieu où des êtres humains étaient vendus, torturés et réduits à l'ombre de ce qu'ils étaient, est devenu un symbole du mal absolu. Dans ce contexte, le coton, surnommé l'or blanc du Sud, a permis aux propriétaires terriens de bâtir des fortunes, tandis que des milliers d'esclaves payaient de leur sang et de leur souffrance le prix de cette richesse. Leur vie, marquée par la subjugation et l'exploitation, révèle une réalité qui transcende les générations et résonne encore comme un écho obsédant dans la... Le défi du coton, la destruction de la liberté et l'invention de la misère. À la fin du XVIIIe siècle, une invention apparemment simple allait changer de manière irréversible la structure agricole des États-Unis, mais aussi approfondir les ténèbres d'une institution déjà profondément enracinée. En 1792, Eli Whitney, un jeune diplômé de Yale, arriva en Géorgie à la recherche de nouvelles opportunités. C'est dans les vastes champs de coton du Sud qu'il allait, sans le savoir, créer l'un des outils les plus dévastateurs pour la population esclavagisée de l'histoire. Avant l'invention de Whitney, la production de coton était une tâche extrêmement ardue. Le processus de séparation des graines collantes des fibres de coton était lent et laborieux, principalement réalisé par des mains esclaves. Le coton à fibres courtes, qui était le type le plus adapté aux conditions du Sud, était particulièrement difficile à traiter. Cela limitait la rentabilité de la culture, si bien que la plupart des planteurs optaient pour des variétés plus facilement traitables, mais avec des limitations géographiques. Ainsi, la culture du coton ne s'étendait pas au-delà des zones côtières. En 1793, le jean à coton de Whitney changea la donne. Ce mécanisme simple mais efficace pouvait traiter jusqu'à 50 fois plus de coton en une seule journée qu'un travailleur humain. En un clin d'œil, le paysage agricole du Sud fut complètement transformé. Le coton à fibres courtes, autrefois non rentable en raison du processus coûteux de séparation des graines, devint la culture principale, permettant aux plantations de s'étendre vers l'intérieur des terres. Cependant, ce qui semblait être une bénédiction pour l'économie agricole du Sud eut un effet dévastateur sur l'institution de l'esclavage. Au lieu de réduire le besoin de main-d'œuvre manuelle, le jean à coton rendit la production de coton encore plus rentable. Cela conduisit les propriétaires terriens à agrandir leurs plantations et par conséquent à une demande croissante de main-d'œuvre esclave. Entre 1790 et 1808, l'importation d'esclaves africains augmenta considérablement et des ports comme Charleston, en Caroline du Sud, devinrent des points clés pour ce commerce inhumain. L'impact du jean à coton fut tellement immédiat qu'il devint le cœur de l'économie du Sud. En quelques minutes, cette machine effectuait le travail qui prenait auparavant des heures à la main. Son efficacité non seulement consolida le coton comme moteur principal de l'économie, mais transforma également le Sud en un vaste empire agricole, entièrement dépendant du travail esclave pour sa prospérité. Ironiquement, l'histoire de Whitney est marquée par l'ironie. Bien que son invention ait révolutionné l'industrie et devint un pilier de l'économie du Sud, Whitney ne récolta pas de grands bénéfices. Le design du jean à coton était si simple qu'il fut rapidement copié, ce qui entraîna de nombreuses violations de son brevet. Plutôt que de percevoir les profits qu'il avait espérés, Whitney se retrouva plongé dans de longues batailles juridiques qui épuisèrent son temps et ses ressources. Cependant, le manque de bénéfices pour l'inventeur pâlit en comparaison des conséquences sociales de son invention, qui rendit l'esclavage plus rentable et, par conséquent, plus profondément enraciné dans la structure économique du Sud américain. La récolte sombre de la reproduction d'esclaves en Amérique. À la fin du XVIIIe siècle, le flux d'esclaves africains vers les colonies américaines commença à diminuer, en partie en 1789, raison de l'interdiction d'importer des esclaves d'Afrique en 1808. Cependant, la demande de main-d'œuvre dans les champs de coton ne diminua pas, elle prit simplement une autre forme. Au lieu de dépendre des importations, l'attention se tourna vers l'augmentation de la population esclave locale. La Virginie,
avec l'une des plus grandes populations esclaves, se distingua comme un centre de ce phénomène, gagnant le surnom d'État de reproduction. Dans ce contexte, des figures comme Robert Lumpkin devinrent des acteurs clés. Sa prison de Lumpkin à Richmond n'était pas seulement un lieu de vente d'esclaves, mais aussi de reproduction forcée. Connu sous le nom de demi-acre du diable, ce lieu devint le théâtre d'abus inhumains, où les femmes étaient appariées et séparées de leurs familles, uniquement pour augmenter la main-d'œuvre esclave. Ce système de reproduction d'esclaves était rarement discuté ouvertement, mais il était profondément ancré dans la vie quotidienne des plantations du Sud. Dans les témoignages de personnes comme Harriet Jacobs, les tensions entre l'exploitation sexuelle et économique des femmes esclaves sont révélées, dont les vies étaient manipulées non seulement par la violence, mais aussi dans le cadre d'une stratégie économique. Jacobs raconta comment son maître, le docteur James Norcom, non seulement l'abusait, mais la considérait aussi comme un moyen de produire davantage d'esclaves, assurant ainsi la continuité du travail forcé. Pendant ce temps, sur les plantations, les propriétaires blancs entretenaient des relations avec les femmes esclaves, donnant naissance à des enfants multiraciaux qui, malgré leur lien avec les maîtres, étaient nés condamnés à l'esclavage. Ces enfants devinrent des symboles d'une structure sociale perverse où le pouvoir et la propriété étaient liés de manière déchirante. Bien que la reproduction d'esclaves fût rarement discutée ouvertement, les annonces de vente dans les journaux et les pratiques quotidiennes d'appariement forcé étaient des signes évidents de son existence. Les femmes étaient soumises à une violence systématique pour garantir leur fertilité et la continuité de l'esclavage en tant que système économique. Cette pratique déchira les familles, laissant de nombreux esclaves incapables de défendre leurs proches ou même de maintenir des relations familiales. Le royaume du coton et sa chute. Au début du 19e siècle, le coton devint le pilier central de l'économie du sud des États-Unis, transformant la région en un royaume du coton. Les champs fertiles du Sud répondaient à la demande croissante du marché mondial, alimentée par la révolution industrielle, particulièrement en Angleterre, où les filatures nécessitaient d'énormes quantités de ce or blanc. Les ports de Charleston, Mobile et la Nouvelle-Orléans se remplirent de ballots de coton, et plus de la moitié des exportations américaines vers l'Europe consistaient en cette culture. Mais cet essor économique reposait sur l'exploitation. La main-d'œuvre esclave, principalement importée d'Afrique, travaillait dans des conditions inhumaines pour alimenter l'industrie du coton. L'esclavage devint la base de la richesse des propriétaires terriens du Sud, qui prétendaient pouvoir dominer le monde sans tirer un seul coup de feu, simplement en arrêtant les exportations de coton. La demande croissante de travail esclave et le commerce transatlantique d'êtres humains continuaient d'alimenter le système des plantations, où les vies des esclaves étaient englouties dans des journées de travail interminables. Ce boom économique ne se contenta pas d'impacter l'économie, mais aussi la culture. Des villes comme Cottonwood et Cotton Plant émergèrent, symbolisant l'omniprésence du coton. Cependant, derrière cette prospérité se cachaient les terribles réalités de ceux qui travaillaient dans les champs. Le témoignage de Solomon Northup, un homme libre kidnappé et vendu en esclavage, illustre les conditions de vie horribles sur les plantations de coton. À l'approche de la guerre civile, la confiance du Sud dans son économie basée sur le coton commença à s'effriter. Bien que le coton ait été roi, son trône était désormais en danger. L'exploitation et les inégalités inhérentes au système des plantations seraient remises en question, marquant la fin d'une ère définie par la cruauté et l'injustice. Le coton, le tabac, le sucre et le riz formaient un réseau de culture qui non seulement façonnait l'économie du Sud, mais tissait également des histoires de souffrance et de résistance. Le tabac, cultivé principalement en Virginie depuis le début du XVIIe siècle, devint un export clé, bien que sa culture épuisa rapidement les sols. En revanche, le sucre, cultivé dans les Caraïbes et en Louisiane, représentait une culture extrêmement lucrative mais brutale. La forte demande européenne de sucre mettait en lumière la brutalité du système, avec des conditions de travail dangereusement périlleuses et souvent mortelles sur les plantations. Dans le cas du riz, cultivé dans les terres marécageuses des Carolines et de la Géorgie, la résistance et les connaissances des Africains réduits en esclavage se révélèrent inestimables. Nombre d'entre eux, originaires de régions comme la Sierra Leone,
possédaient des compétences agricoles qui leur accordaient un certain degré d'autonomie, contrairement à d'autres cultures où le contrôle des propriétaires terriens était absolu. Ces cultures, chacune avec ses propres défis et formes d'exploitation, ne généraient pas seulement une richesse énorme, mais alimentaient également un réseau d'histoires humaines marquées par la douleur et la lutte pour la liberté. Dans ce contexte, des figures comme Harriet Jacobs émergèrent comme des symboles de résistance contre un système qui les opprimait. La dépendance du Sud à l'esclavage et sa relation avec le coton devinrent l'un des principaux points de friction entre le Nord et le Sud des États-Unis. Tandis que le Nord s'industrialisa et que l'opposition à l'esclavage grandissait, le Sud défendait vigoureusement son système. Des leaders comme le sénateur John C. Calhoun soutenaient que l'esclavage était essentiel à l'économie, tandis que le coton était considéré comme invulnérable en raison de la demande mondiale, notamment en Grande-Bretagne. Les tensions entre les deux secteurs grandirent avec des lois comme le Kansas-Nebraska Act de 1854, qui permettait l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires. La violence au Kansas, connue sous le nom de Bleeding Kansas, annonçait ce qui allait venir. Lorsque Abraham Lincoln fut élu président en 1860, les États du Sud virent sa victoire comme une menace et commencèrent à se séparer de l'Union, initiant ainsi la guerre civile. Bien que le Sud fût confiant dans sa domination économique, le début de la guerre prouva que le royaume du coton touchait à sa fin. La Grande-Bretagne, bien qu'elle fût dépendante du coton, ne s'impliqua pas dans le conflit, car le Nord réussit à rediriger la demande européenne vers d'autres fournisseurs. Ainsi, le coton, qui avait été roi, perdit son trône, et avec lui les fondations d'un système économique qui avait maintenu l'exploitation et l'inégalité pendant des générations. Sous le soleil du coton et la résistance culturelle des esclaves, sous le soleil implacable du Sud, les champs de coton s'étendaient comme une mer blanche, marquée par les journées de travail sans fin qui définissaient la vie des esclaves. Dès l'aube, sur des plantations comme Monticello ou le long du fleuve Mississippi, les surveillants commençaient une journée qui s'étendait jusqu'au crépuscule, avec des mains agiles récoltant le coton, tandis que le poids des sacs grandissait, à la fois physiquement et émotionnellement. Les femmes, en plus de travailler dans les champs, assumaient des tâches domestiques dans les maisons de leurs maîtres, tandis que certains hommes travaillaient comme forgerons ou charpentiers. Malgré les conditions d'exploitation, les esclaves résistaient de manière subtile, comme à travers les chants spirituels, qui contenaient des messages codés pour organiser des évasions. Bien que leur nuit se passait dans des cabanes exiguës, ils partageaient ce qu'ils avaient de mieux, trouvant du réconfort dans la famille et, parfois, dans des célébrations qui évoquaient leurs origines africaines. Les histoires de résistance allaient au-delà de la vie quotidienne. Des figures comme Denmark Vesey et Sojourner Truth défièrent le système de l'esclavage, tandis que sur des plantations comme celle de Géorgie, les esclaves fabriquaient des objets comme un violon improvisé, offrant de brefs moments d'évasion à la souffrance. En même temps, les traditions africaines demeuraient vivantes à travers des langues comme le Gula Geechee et le rôle crucial des griots, qui préservaient les récits du passé. Bien que la famille fût souvent fragmentée, les esclaves reconstruisaient des structures familiales par le respect mutuel, tandis que la religion, réinterprétée à leur manière, servait à la fois de refuge et de résistance. Les légendes et rituels, comme les chants des spirituals et les rassemblements secrets, demeuraient des formes de résistance, et des figures comme Harriet Jacobs incarnaient la lutte pour l'autonomie face à l'oppression. Parmi les histoires de résistance, les femmes esclaves jouèrent un rôle fondamental, non seulement dans la cueillette du coton, mais aussi dans la création de formes de résistance culturelle. Les quilts, avec leurs motifs codés, guidaient ceux qui cherchaient à s'échapper vers la liberté, tandis que les herboristes, avec leur connaissance des plantes, offraient non seulement des remèdes, mais aussi une forme de résistance spirituelle. Bien que les femmes subissent la brutalité de l'exploitation et la peur constante de perdre leurs enfants, elles trouvaient des moments d'autonomie à travers des rituels secrets et des espaces de création, préservant ainsi leurs traditions culturelles et spirituelles, qui devenaient un acte continu de résistance contre l'oppression. Le pouvoir dans les plantations et les murmures de résistance. Dans les plantations du sud des États-Unis, telles que Monticello de Thomas Jefferson ou la plantation Whitney en Louisiane, l'oppression des esclaves n'était pas seulement physique,
mais profondément psychologique. Les grandes demeures et les champs de coton donnaient une apparence de prospérité, mais derrière cette façade se cachait un système de contrôle total sur ceux considérés comme des biens. Les esclaves vivaient sous surveillance constante, marqués par le bruit des chaînes et la menace de punitions physiques sévères. Les colliers de fer, utilisés pour punir les fugitifs ou les rebelles, étaient des symboles d'humiliation et de contrôle. Ces colliers non seulement restreignaient leurs mouvements, mais servaient aussi de rappel de leur captivité. Le système des patrouilles d'esclaves, qui débuta en Caroline du Sud au XVIIIe siècle, se répandit à travers le Sud. Composées d'hommes armés à cheval, ces patrouilles visaient à empêcher les rébellions et à capturer les esclaves fugitifs. Cette surveillance constante créait une atmosphère de peur et de méfiance, faisant en sorte que les esclaves se sentent comme des prisonniers dans leur propre vie. En plus de la surveillance physique, les punitions étaient une méthode utilisée pour briser leurs esprits. Le poteau de fouet, où les esclaves étaient publiquement fouettés, symbolisait la brutalité du système. Les cicatrices des coups de fouet n'étaient pas seulement des marques physiques, mais des symboles de résistance, comme l'illustre la célèbre photographie de Gordon, un esclave dont le dos, marqué par les coups de fouet, devint un témoignage de la cruauté. Mais l'oppression ne se manifestait pas uniquement par la violence physique. La séparation des familles était un autre aspect dévastateur du système esclavagiste. Lors des enchères, les esclaves étaient vendus loin de leurs proches, provoquant une souffrance émotionnelle profonde. Cette pratique déshumanisait encore plus les esclaves, leur enlevant leur identité et les liens familiaux. Les maîtres utilisaient également la religion pour justifier l'esclavage, prêchant la soumission à travers une interprétation déformée de la Bible, enseignant aux esclaves d'accepter leur sort sans se rebeller. Cependant, la résistance n'a jamais disparu. En 1831, Nat Turner mena une rébellion en Virginie, poussé par des visions divines qui l'appelaient à libérer son peuple. Bien que la rébellion fût réprimée, elle laissa une marque profonde dans l'histoire. Turner devint un symbole de résistance, prouvant que la lutte pour la liberté ne s'éteignit jamais, même face à l'oppression la plus extrême. Mais la résistance ne se manifestait pas seulement par des rébellions ouvertes. Sur les plantations de riz de Caroline du Sud, par exemple, les esclaves adoptaient des tactiques plus subtiles, telles que ralentir leur rythme de travail, saboter les outils ou feindre l'ignorance. Ces petits actes de subversion étaient des manières de défier le système sans avoir besoin d'un soulèvement violent. La résistance s'exprimait aussi dans le domaine spirituel. Dans les nuits humides du delta du Mississippi, les esclaves partageaient des histoires de ants, fantômes, qui non seulement tenaient les surveillants à distance à travers des superstitions, mais servaient aussi de forme de résistance psychologique. Ces croyances offraient une fissure de liberté émotionnelle et spirituelle au milieu de l'oppression. Le chemin de fer clandestin devint l'une des routes les plus concrètes vers la liberté. Harriet Tubman, l'une de ses héroïnes les plus célèbres, guida des centaines d'esclaves vers le nord, risquant sa vie à chaque mission. Tubman croyait fermement que si davantage de personnes savaient qu'elles étaient esclaves, elles auraient pu se libérer plus tôt, ce qui reflétait sa compréhension du pouvoir de la conscience et de la connaissance dans la lutte pour la liberté. Les esclaves employaient également des tactiques ingénieuses pour communiquer secrètement. Les quilts, qui semblaient être de simples objets domestiques, servaient de cartes codées indiquant les routes sûres ou dangereuses. Les chansons spirituelles comme Steal Away ou Wade in the Water contenaient des messages cachés qui guidaient les fugitifs pendant leur évasion. Ces actes de résistance, souvent silencieux et discrets, montraient que la lutte pour la liberté ne cessait jamais, même dans les circonstances les plus difficiles. La résistance se reflétait aussi dans des actes quotidiens, comme empoisonner les maîtres. Certains esclaves utilisaient cette tactique désespérée pour défier le contrôle absolu de leurs oppresseurs. Il existe des histoires de surveillants tombant malades après avoir consommé de la nourriture préparée par les esclaves, représentant un acte risqué de défiance contre ceux qui les opprimaient. Un exemple emblématique de résistance fut la mutinerie de 1839 à bord de l'Amistad. Un groupe d'Africains réduits en esclavage prit le contrôle du navire et exigea de retourner dans leur pays d'origine. Cet acte souligna non seulement la brutalité du commerce des esclaves, mais obligea la société américaine à confronter sa complicité dans l'esclavage.
Bien que la mutinerie n'ait pas immédiatement changé le système esclavagiste, elle montra clairement que les esclaves étaient prêts à lutter pour leur liberté. Ensemble, ces actes de résistance, grands et petits, visibles et discrets, montrent la lutte incessante des esclaves pour leur liberté. Malgré le contrôle total exercé par le système esclavagiste sur leur vie, les esclaves trouvèrent des moyens de résister. Des rébellions ouvertes aux actes subtils de subversion. Ces histoires, souvent oubliées ou minimisées, témoignent du courage et de la détermination de ceux qui refusèrent de perdre leur humanité, luttant pour un avenir où la liberté, bien que lointaine, restait un rêve possible. La danse divine de l'oppresseur et de l'oppressé. Au cœur des vastes plantations du Sud, où les champs de coton s'étendaient à perte de vue et où les manoirs s'élevaient comme des symboles de pouvoir, la religion était profondément ancrée dans le quotidien, tant chez les esclavagistes que chez les esclaves. Cet enchevêtrement de croyances, de rituels et de récits n'offrait pas seulement du réconfort ou une justification, mais devenait un outil de contrôle et simultanément une forme de résistance. La religion devient ainsi un champ de bataille où se livraient les luttes pour l'âme et la liberté. Pour les esclavagistes, les grandes églises de Charleston et de Savannah étaient des lieux où les structures de pouvoir étaient renforcées. Les sermons depuis leur haute tour ne parlaient pas seulement de salut, mais étaient souvent utilisés pour justifier l'esclavage. Guidés par une interprétation sélective des Écritures, les oppresseurs trouvaient une validation divine dans des passages comme Éphésiens 6:5. « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec respect et crainte. » La Bible, dans ce contexte, n'était pas seulement un guide spirituel, mais un outil qui présentait l'esclavage comme une institution moralement acceptée, partie de l'ordre divin à respecter. Cependant, ces mêmes textes furent utilisés de manière subversive par des abolitionnistes comme William Lloyd Garrison, qui citèrent des passages comme Galates 3:28. « Il n'y a ni juif ni grec, esclave ni libre, homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. » Pour Garrison, ces versets ne se contentaient pas de contester l'esclavage, mais proclamaient l'égalité de tous les êtres humains devant Dieu. En revanche, pour les esclaves, la religion n'était pas simplement une question de conformité, mais une forme de résistance spirituelle. Sur les plantations, la fusion des traditions africaines avec les enseignements chrétiens donna naissance à une expérience religieuse vibrante, pleine d'émotions et de résistance. Les forêts entourant les plantations, baignées par la lumière de la lune, devenaient des églises clandestines où les esclaves se rassemblaient pour chercher du réconfort, de la force et parfois de l'inspiration pour la rébellion. Des figures comme Denmark Vesey, un esclave affranchi de Charleston, utilisaient la Bible non seulement comme moyen de salut, mais aussi comme un cri de guerre. Influencé par l'histoire des Israélites en Égypte, Vesey planifia une rébellion en 1822, se voyant comme un Moïse moderne destiné à mener son peuple vers la liberté promise. Dans ce contexte de résistance religieuse, les négros spirituals jouaient un rôle fondamental. Des chansons comme « Swing Low, Sweet Chariot » ne se contentaient pas d'offrir du réconfort, mais contenaient un message codé d'espoir et de désir de liberté. Cette chanson, qui fait allusion à l'ascension d'Élie au ciel, devint un hymne représentant l'espoir de libération de l'âme et du corps. De plus, la rivière et l'eau prenaient une symbolique particulière dans les croyances des esclaves. L'acte de baptême, pratiqué lors de cérémonies secrètes près des rivières, devenait un rite de renaissance spirituelle et en même temps une forme de purification du traumatisme laissé par l'esclavage. La chanson « Wade in the Water », au-delà de ses connotations religieuses, offrait des conseils pratiques. Marcher dans l'eau pour induire les chiens de piste en erreur, un acte de résistance en soi. La religion servait également de point de rassemblement communautaire. Dans les cabanes des esclaves, les récits des dieux africains se mêlaient aux récits chrétiens, créant un folklore riche qui leur permettait de maintenir un lien avec leurs racines culturelles. Ces histoires, transmises de génération en génération, étaient une forme de résistance culturelle, un acte de préservation de l'identité face à l'effacement culturel. De plus, ces récits offraient du réconfort, renforçant l'esprit et créant un sens de communauté dans un environnement marqué par la souffrance. Parmi les figures les plus emblématiques qui fusionnaient leur foi avec la lutte pour la liberté, on trouve Sojourner Truth. Née Isabella Baumfree, Sojourner était une femme esclave qui,
après avoir acquis sa liberté, devint une ardente militante pour l'abolition et les droits des femmes. Son discours célèbre « Ain't I a woman ?» Zrenia, prononcé en 1851, n'est pas seulement un appel à l'égalité des sexes, mais une déclaration de résistance. Dans ses paroles, la ferveur religieuse et le désir de justice sociale se mêlaient, incarnant le rôle de la religion en tant que catalyseur du changement. La danse divine de l'oppresseur et de l'oppressé se manifeste donc comme une interaction complexe et multidimensionnelle entre les deux, où la religion devient à la fois un outil d'oppression et un moyen de résistance. Tandis que les esclavagistes utilisaient les Écritures pour maintenir le statu quo, les esclaves transformaient ces mêmes mots en une source de force et de rébellion. Dans son essence la plus pure, la religion devenait un outil de liberté, un rappel que la véritable émancipation ne résidait pas seulement dans les chaînes physiques, mais aussi dans l'esprit. Le silence torrentiel des routes intérieures de l'esclavage en Amérique. La fin du commerce transatlantique des esclaves en 1808, une victoire morale pour l'humanité, ne mit pas fin à la souffrance des personnes réduites en esclavage en Amérique. Plutôt que de disparaître, le commerce des êtres humains se transforma, se déplaçant vers un système intérieur qui se répandit comme une rivière souterraine, dont le chemin était encore plus obscur et pénétrant. Des villes du Sud comme Richmond, la Nouvelle-Orléans et Alexandrie furent témoins de la brutalité de ce nouveau chapitre. Des pans pour esclaves, avec leurs hauts murs et leurs fenêtres barrées, furent érigés dans ces centres urbains, où les gens étaient capturés en attendant leur destin. Ces lieux devinrent des espaces de souffrance, où les corps et les âmes des esclaves étaient échangés comme des marchandises, et où les histoires de familles séparées et de vies brisées se tissaient dans l'ombre du commerce. Les marchés d'esclaves dispersés à travers le Sud fonctionnaient comme des centres de tragédie. Dans des endroits comme le tristement célèbre marché des Forks of the Road à Natchez, Mississippi, les enchères d'esclaves devenaient des rituels de déshumanisation. Les familles étaient souvent déchirées, les enfants arrachés des bras de leur mère et les corps des hommes et des femmes, exposés à la vente, étaient traités comme de simples objets. Ce commerce intérieur, bien qu'encore moins connu que le commerce transatlantique, était tout aussi cruel et dévastateur. Le coffle, une chaîne qui liait les esclaves en longues files, devint un symbole sinistre de cette pratique. Dans ces caravanes, qui se déplaçaient à pied, en chariot ou en bateau à vapeur, les gens étaient forcés de voyager sur de longues distances, transportés comme des marchandises. Isaac Franklin et John Armfield, deux noms infâmes du commerce intérieur des esclaves, orchestrèrent cette migration macabre des plantations du Sud vers les profondeurs du Sud. Basés à Alexandrie, en Virginie, Franklin et Armfield contrôlèrent le déplacement forcé de milliers de personnes, les envoyant vers des marchés éloignés où ils seraient vendus. Pour s'assurer que les esclaves paraissent présentables à la vente, les commerçants recouraient à des pratiques cruelles, comme les nourrir de force ou leur appliquer des masques en fer, qui les empêchaient de communiquer leurs intentions d'évasion. Malgré l'oppression et le désespoir, une forme de résistance émergea le long de ces routes intérieures, le chemin de fer souterrain, un réseau secret de maisons sûres et de routes clandestines, offrait une lueur d'espoir dans l'obscurité. Harriet Tubman, une figure clé de ce mouvement, fit plusieurs voyages vers le sud, guidant les esclaves vers la liberté. Ces sauvetages audacieux devenaient un contraste radical avec les marches forcées vers le sud, offrant une vision d'espoir et de résistance face à la souffrance. Les chansons de résistance comme Follow the Drinking Gourd devenaient des cartes codées pour les fugitifs, les guidant le long des chemins sûrs vers le nord. Pendant cette époque de commerce intérieur, Washington D.C. devint un centre crucial de l'esclavage. Dans les mêmes rues où des lois proclamant la liberté étaient écrites, les marchés d'esclaves prospéraient. Dans un retournement ironique de l'histoire, les « pans » qui logèrent les esclaves se trouvaient dans la même ville qui servait de capitale à la nation. L'écrivain britannique Charles Dickens, lors de sa visite en 1842, fut stupéfait par la contradiction flagrante de l'esclavage au cœur d'une nation qui prétendait être la terre de la liberté. Le commerce intérieur n'affectait pas seulement les esclaves, il était également profondément intégré dans l'économie capitaliste de la nation. Des institutions financières, telles que les banques et les compagnies d'assurance, participaient activement à l'esclavage, offrant des prêts basés sur la valeur des esclaves et assurant leur vie comme s'il s'agissait de marchandises. Ce lien entre esclavage et capital
laissa une marque indélébile sur la structure économique des États-Unis, révélant à quel point l'esclavage était enraciné dans le système qui soutenait la nation. Le silence torrentiel des routes intérieures de l'esclavage en Amérique se dresse comme un sombre rappel de la résistance inébranlable de ceux qui, même dans les heures les plus sombres, luttèrent pour leur liberté. Malgré les horreurs des pans pour esclaves et des longues marches forcées, l'espoir ne cessa jamais de brûler. Les histoires de sacrifice, de résistance et de force continuent de résonner, éclairant les ombres du passé et mettant en lumière les complexités de la traite humaine et de son héritage. L'héritage du coton. Les plantations de coton, autrefois le cœur de l'économie du Sud, servent désormais de rappel d'une époque marquée par l'exploitation et la souffrance de milliers de personnes. L'impact de cet héritage continue de façonner la conscience collective des États-Unis. Les histoires de ceux qui travaillaient sur les plantations ont été transmises de génération en génération, et les anciennes demeures, telles que Monticello ou Boone Hall, sont aujourd'hui des sites historiques. Cependant, le processus de commémoration de ces lieux est empreint de tension, car beaucoup tentent de concilier préservation historique et nécessité d'affronter les dures réalités du passé. Après la guerre de sécession, le Sud a connu un phénomène culturel connu sous le nom de la « cause perdue », qui idéalisait le passé et présentait une version idéalisée de la vie sur les plantations. Ce récit minimisait, voire ignorait, les horreurs de l'esclavage, dans un effort pour redorer l'image d'une région vaincue. Cette vision a été popularisée dans des œuvres comme « Autant en emporte le vent », qui dépeignait une version adoucie de la vie avant la guerre. Cependant, à mesure que le XXe siècle avançait, des mouvements comme le mouvement des droits civiques ont commencé à réévaluer l'histoire du pays et à souligner la nécessité de confronter les injustices du passé. Des leaders comme Martin Luther King Jr. rappelaient à la nation la promesse non tenue de liberté pour les Afro-Américains, utilisant l'histoire de l'esclavage comme un exemple de déni de ses droits fondamentaux. Au XXIe siècle, de nouvelles initiatives comme le projet 1619, lancé par The New York Times, ont contribué à reconsidérer l'histoire américaine en plaçant les conséquences de l'esclavage et les contributions des Afro-Américains au centre du débat historique. De plus, des musées comme le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine à Washington, D.C., ont œuvré pour éclairer des récits qui étaient auparavant cachés dans l'ombre. L'art, également, s'est révélé être un outil puissant pour explorer les complexités de cette époque, comme en témoignent les œuvres de Kara Walker, dont les installations invitent à la réflexion sur la race, le pouvoir et la mémoire. Dans ce voyage à travers l'histoire du coton, de sa culture dans les champs à son rôle crucial dans la guerre de sécession, nous avons exploré comment ce produit est devenu à la fois un symbole de richesse et, en même temps, d'exploitation. Chaque boule de coton qui autrefois représentait une marchandise est aussi un rappel des vies marquées par la douleur et la lutte. Lorsqu'on se souvient de ceux qui ont travaillé sur les plantations, il est essentiel de reconnaître leur résistance et les progrès réalisés dans la quête de la justice afin que nous puissions avancer vers un avenir plus équitable.